Merci pour l'invitation et pour me donner la chance de présenter les travaux que je mène avec effectivement une équipe qui se partage entre Lausanne et Marseille et qui s'inscrit du coup dans un projet de thèse que je mène depuis 2023 et qui du coup prendra fin en 2028 puisque le contrat sur lequel je suis fait que j'ai 50% du temps qui est dédié à cette thèse. Et donc l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de nous présenter les modèles théoriques, concepts théoriques qui sous-tendent cette thèse-là, et puis du coup les réflexions qu'on a pu avoir, les premières études qu'on a pu mener, et donc avec tout ça, les perspectives pratiques que ça donne pour les futurs enseignants de PS. Alors, pour commencer du coup, pour pouvoir donner un petit peu de contexte à l'éducation à la durabilité, à l'intérêt de l'implémenter dans l'école, il y a des enjeux sociétaux desquels on vient de discuter avec Paquito et dans les questions par la suite. Les scientifiques sont plutôt d'accord, il y a un consensus pour dire que le mode de vie qu'on adopte actuellement ne permet pas de s'engager dans une forme de durabilité à long terme. À la fois, du coup, notre mode de vie engage en tout cas au dépassement de limites planétaires qui sont incompressibles. Et en plus de ça, on ne subvient pas au plancher social de la majorité des personnes qui vivent sur Terre et qui, du coup, pour certaines d'entre elles, ne peuvent pas vivre dans des conditions qui sont acceptables. À côté de tout ça, on est depuis quelques années, peut-être quelques décennies, dans ce qu'on peut appeler une ère de la désinformation, où finalement, aujourd'hui, pour nos futurs citoyens et donc élèves, la problématique n'est pas d'accéder à l'information, mais plutôt de pouvoir exercer un regard critique sur la tonne d'informations qu'ils ont sous les yeux, notamment au travers des réseaux sociaux, qui sont le principal média d'information pour nos élèves. Et donc là, il y a un enjeu derrière à permettre aux élèves d'engager une forme de regard critique, de pensée systémique pour pouvoir traiter cette information. Enfin, je reprends, du coup, je vais aller vite là-dessus, parce que Marie a passé du temps pour venir sur ce point-là. On est dans une société où il y a une forme d'extinction de l'expérience au sens assez large, où on a tendance à se couper de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Et donc là, il y a un mode d'entrée qui me semble plutôt pertinent sur lequel travailler en éducation physique, puisqu'on s'intéresse au corps. Et donc on a certainement quelque chose à jouer là-dessus par rapport aux autres disciplines pour engager les élèves à se reconnecter sensiblement et émotionnellement aux autres, à soi et à l'environnement. Sur le plan institutionnel, pour aller plus vite, depuis une bonne décennie, on a les objectifs de développement durable qui ont été mis en place, qui ont réengagé une nouvelle dynamique en termes d'éducation-développement durable, beaucoup plus cadrée sur le plan institutionnel. Et cette dynamique-là, elle arrive jusque dans nos programmes sur le territoire en France. C'est également le cas en Suisse, où l'ensemble des disciplines est invité à participer à l'éducation à la durabilité ou au développement durable des élèves. Et donc, la discipline EPS faisant partie de ces disciplines, on n'en est pas exempté. Et on voit par exemple que dans les différents concours de recrutement qui en tout cas nous permettre d'exercer un regard sur ce qui va se passer dans la discipline dans les années qui viennent, on peut voir que cette question-là, elle commence à apparaître, notamment ici, dans les programmes d'agrégation externe d'EPS en 2026. Donc voilà les enjeux qui nous invitent du coup évidemment à vouloir intégrer cette question de l'éducation à la durabilité à l'école, mais en particulier en EPS. Et pour qu'on puisse continuer de discuter sur ce point-là, il faut qu'on se mette au clair sur les concepts qui sous-tendent, et notamment les concepts de durabilité et d'éducation à la durabilité. Vous avez sous les yeux une définition de la durabilité qui sort du centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne, donc qui définit la durabilité comme un fonctionnement des sociétés humaines, notamment dans leur relation à l'environnement naturel, qui assure leur stabilité à long terme et rend possible l'épanouissement humain au travers des générations. Si on essaye d'identifier un petit peu, de modéliser ce que nous dit cette définition, on peut voir notamment que la durabilité, elle se définit, elle se caractérise par plusieurs dimensions qui sont interreliées. Donc la dimension écologique, c'est celle qui nous vient le plus rapidement en tête quand on parle de durabilité, mais cette dimension écologique, elle est nécessairement à mettre en lien avec les dimensions sociales et économiques. Et là, c'est important à avoir en tête, c'est-à-dire que travailler sur la durabilité, c'est pas travailler uniquement sur l'environnement, c'est travailler sur le lien de complexité entre les dimensions environnementales, sociales et économiques. Avec avoir en tête le fait que ces trois pôles-là, ils sont non substituables et que contrairement à ce qui a été mis en place sur les dernières années, notamment dans le monde de l'entreprise, s'il y a une priorisation à faire, elle n'est pas à faire sur le plan économique, si on veut engager véritablement un monde durable, mais elle est à faire plutôt sur les dimensions environnementales et sociales. Ensuite, du coup, plus simplement,
Évidemment, quand on réfléchit en termes de durabilité, on peut réfléchir à différentes échelles. On peut réfléchir à la durabilité de l'UFR STAPS de Lyon, tout comme on peut réfléchir à la durabilité de la ville, tout comme on peut réfléchir à une échelle plus globale à la durabilité à l'échelle planétaire. Pareil sur le plan temporel, on peut réfléchir avec des objectifs qui sont des objectifs court-termistes, tout comme on peut se projeter beaucoup plus loin à des objectifs à long terme. Et enfin, ça rejoint aussi les discussions qu'on vient d'avoir notamment sur la dimension politique et structurelle. Quand on parle de durabilité, nécessairement, si on fait le constat qu'aujourd'hui, la manière dont on vit, c'est pas une vie qui nous permettra de nous inscrire en durabilité, nécessairement, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et s'il y a des choses à changer, il y a des choses à changer à minima sur 2 points. Le premier, sur le plan individuel, on peut faire le choix, chacun d'entre nous, de moins prendre l'avion, manger végétarien, mais et c'est les discussions qui ressortaient, ça suffira certainement pas. Et donc, pour pouvoir engager un monde durable, il y a nécessité à un moment donné qu'il y ait des changements qui soient faits sur le plan structurel et donc sur le plan politique, ce qui représente le 2e niveau d'action. Cette modélisation-là, on pourrait l'appeler un modèle de durabilité qu'on appelle fort, dans le sens où l'ensemble de ce cadre, de cette modélisation, n'invite pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à venir substituer une dimension qui est souvent la dimension économique aux 2 autres dimensions qui sont les dimensions environnementales et sociales, comme on peut l'avoir dans les définitions qu'on appelle faibles de la durabilité ou du développement durable. Avec les élèves, c'est pas directement finalement ce concept-là qui nous intéresse, c'est plutôt la manière dont on va, à l'école, permettre le fait de cultiver des citoyens qui, eux, soient compétents, actifs, informés et motivés pour vivre de manière durable et contribuer à une société plus durable. Donc finalement, c'est pas tant le modèle de durabilité qu'on va mettre en place que des approches pédagogiques et didactiques pour engager le fait de cultiver ce type de citoyens. Et là, du coup, pour donner un cadre assez simple à comprendre en termes de finalité de l'éducation à la durabilité, c'est ces 3 éléments-là qui seront nos objectifs entre guillemets, d'apprentissage. Une séquence d'éducation à la durabilité devrait en partie permettre le développement de connaissances et de compétences chez les élèves pour pouvoir agir dans et pour un monde durable, mais la transmission de connaissances n'est pas suffisante. Il y a nécessité, à côté de ça, de développer des pôles un petit peu plus psychosociologiques, avec le développement d'une motivation, d'une volonté d'agir. Si on donne des connaissances, mais que l'élève n'a pas la volonté d'agir dans et pour un monde durable, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Et le dernier point est très important, et il rejoint à nouveau les discussions qu'on en avait. Si l'élève n'a pas confiance en le fait que ce qu'il va faire, ça va avoir un impact concret sur le monde, il y a peu de choses aussi qui s'engagent. Donc il y a nécessité aussi de travailler sur cette dimension liée à la confiance que peut avoir l'élève en sa capacité à agir et en fait que son action soit utile à quelque chose. Et donc, comme je viens de vous le dire, l'ensemble de ces éléments-là, ça peut être un guide pour nous quand on pense des séquences didactiques pédagogiques, des projets en termes d'éducation à la durabilité. Ce qui doit être visé à la fin doit pouvoir à un moment donné s'inscrire dans ces éléments-là. Ensuite, sur le plan, si on reste sur l'éducation à la durabilité, sur le plan des paradigmes, mais surtout des paradigmes d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire comment j'enseigne l'éducation à la durabilité, il y a 2 pôles qui s'opposent un petit peu. Alors ma diapo, je me posais la question tout à l'heure, elle n'est pas très bien construite. Le mieux, ce serait d'avoir plutôt un continuum avec d'un côté émancipatrice, d'un côté instrumental, parce que on ne doit pas lire cette diapo-là de manière binaire. On n'est pas soit sur un modèle émancipateur, soit sur un modèle instrumental. On va être dans notre approche pédagogique, sur des modèles qui vont naviguer de l'un vers l'autre, qui vont se diriger plutôt vers l'émancipateur ou plutôt vers l'instrumental. Mais si je caricature un peu, dans une optique d'éducation à la durabilité émancipatrice, ce qui est prioritaire à mettre en avant, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, le développement de la pensée complexe et critique des élèves, avec la mise en avant d'un pluralisme, c'est-à-dire qu'on considère que les problématiques de durabilité sont des problématiques qui sont complexes à traiter, et donc à un problème complexe, il n'y a pas une seule réponse facile. Et donc ça, c'est quelque chose à faire comprendre aux élèves, mais il y a une pluralité de points de vue qui peut être entendue sur une problématique donnée. Et puis du coup, dans cette optique-là, il y a une horizontalisation de la relation pédagogique avec une co-construction des connaissances qui se fait entre les élèves et l'enseignant. Et puis de l'autre côté, sur un modèle instrumental, on est plutôt sur l'identification par l'enseignant de connaissances à donner aux élèves et puis la transmission de ces connaissances avec cette fois-ci, du coup, plus que de la co-construction, une sensibilisation qui est faite par l'enseignant auprès des élèves. Donc dans ce modèle-là, c'est l'enseignant
qui sait et qui transmet à ses élèves. À savoir que scientifiquement, aujourd'hui, le modèle émancipateur est celui qui a le plus de succès, mais c'est pas quelque chose qui fait consensus. Il y a des collègues qui défendent le fait que laisser, entre guillemets, il y a des éléments sur lesquels aujourd'hui il y a, entre guillemets, plus le choix. Et il y a des comportements adoptés qui doivent être adoptés sur lesquels il n'y a pas nécessairement besoin de discuter. Donc là, nous, on va plutôt se mettre sur le versant émancipateur dans ce qu'on va proposer, mais gardez en tête que c'est pas quelque chose qui fait nécessairement consensus. Ensuite, là, de point de vue très pratique, là, la question qu'on peut se poser, c'est, on a la définition de l'ED, les objectifs d'apprentissage et puis le modèle sur lequel on va s'inscrire, donc plutôt un modèle émancipateur. Est-ce qu'il y a un cadre professionnel qui pourrait permettre de guider l'enseignant EPS qui demain veut mettre en place un projet ou une séquence d'éducation à la durabilité? Donc là, je vais m'appuyer sur un cadre qui est pas un cadre scientifique, c'est un cadre professionnel qui est défendu par une didacticienne de l'éducation à la durabilité qui travaille au pôle éducation à la durabilité de Lausanne et qui propose du coup un cadre pour pouvoir guider la construction de séquences ou de projets d'éducation à la durabilité. Si vous voulez du coup faire de l'éducation à la durabilité, la première chose que vous devez vous assurer, c'est de traiter d'une problématique de durabilité. Et ensuite, vous devez associer cette problématique de durabilité, si vous voulez vous placer dans un versant émancipateur, qui soit mobilisé par une approche pédagogique favorable. Donc traiter des problèmes de durabilité, ça renvoie à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, ça invite à comprendre la complexité d'un enjeu socio-environnemental, connaître des pistes de solutions et puis aborder les processus qui ont permis l'émergence de ces pistes. Et en termes d'approche pédagogique favorable, et là on va voir que potentiellement en EPS, on va avoir notre place à trouver ici. On a des approches sensibles et émotionnelles sur lesquelles on va revenir par la suite. Des débats et des réflexions, une démarche créative, des actions citoyennes collectives. En gros, si on résume, tout ce qui sort finalement d'une transmission classique de connaissances descendantes de la part de l'enseignant vers les élèves et avec des approches pédagogiques où l'élève il est actif, acteur de ses apprentissages. Et finalement, du coup, l'association des deux va permettre du coup d'exercer les compétences en éducation à la durabilité avec les élèves. Et là, on va avoir 5 compétences qui sont, à mon sens, assez faciles à comprendre et à retenir pour vous. La première, du coup, la première compétence, ça va être d'amener les élèves à recréer le lien au vivant. Donc, ça a été le centre d'une présentation notamment de Marie ce matin, qui invitait à recréer le lien à la nature. Ensuite, on va avoir pour volonté dans ces compétences de permettre aux élèves de comprendre le monde qui les entoure, donc les outiller pour qu'ils soient en mesure, c'est ce que j'invitais à faire tout à l'heure quand je parlais de pensée systémique et critique, leur donner les outils pour qu'ils soient en mesure de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Dans un troisième temps, on va les amener à se questionner, c'est-à-dire que là c'est vraiment le cœur de l'élément émancipateur. L'élève ne doit pas finalement être consommateur des connaissances que lui transmet l'enseignant, mais plutôt questionner finalement le monde et les références, les cadres de référence qui composent ce monde. Et enfin, et ça va être à mon sens, les éléments sur lesquels on va le plus s'attarder quand je vais vous présenter la séquence tout à l'heure, on va inviter du coup les élèves à réimaginer un futur durable ou désirable, et puis, et ça c'est plutôt important, conduire l'élève dans les séquences ou dans les projets que vous allez mettre en œuvre à agir concrètement dans le monde qui les entoure et à pas rester sur des projets qui soient des projets qui restent cantonnés à la classe. Le tout, du coup, et ça vous allez comprendre assez facilement, dans un environnement éducatif en cohérence avec la durabilité. Je vous donne un exemple concret. Si vous amenez les élèves, du coup, à traiter une problématique de durabilité en mobilisant des approches favorables dans le cadre d'un camp d'une semaine itinérant, mais que le départ de ce camp itinérant, vous emmenez tous vos élèves en avion à l'autre bout du monde, là, vous êtes dans un cadre qui n'est pas cohérent avec les questions de durabilité. Pourtant, vous êtes en train de traiter d'une problématique de durabilité et de mobiliser des approches pédagogiques favorables. Donc, il faut un cadre, un environnement éducatif qui soit en cohérence avec les valeurs que vous démontrez, que vous essayez de travailler avec vos élèves. On en a fini avec les concepts et on va rentrer du coup un petit peu plus dans le concret, dans les études qu'on a menées et les premiers résultats qu'on a pu avoir. Donc là, juste pour que vous ayez une idée un petit peu concrète de la manière dont s'organise la thèse. On a commencé par une revue systématique, c'est ce qu'a dit tout à l'heure François, on a nos petites habitudes de chercheurs, donc on a commencé par cette revue systématique qui nous a permis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'identifier des pistes de recherche que derrière, nous, on a pu aller creuser. Le gros avantage, c'est que vous vous en doutez, éducation à la durabilité, éducation physique, pour le moment, il y a assez peu de choses qui sont faites, donc on avait la possibilité d'aller dans plein de directions différentes. Pour autant, la logique qu'on a choisie, qui est
à notre sens, une logique assez simple. C'est de dire que si on veut, notre objectif final, c'est d'aller sur des implémentations concrètes en classe auprès des élèves en EPS, on pouvait assez peu le faire au départ si nos enseignants n'étaient pas formés. Et aujourd'hui, dans la littérature, il y a assez peu d'éléments qui nous permettent de dresser, d'évaluer l'état des compétences professionnelles des enseignants. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Donc le début de la thèse, ce qui m'a pour le moment occupé jusque-là, en partie, ça a été un travail sur le versant enseignant, avec d'abord une évaluation des compétences professionnelles, pour pouvoir ensuite proposer une formation continue qui nous permettrait d'implémenter dans un troisième temps auprès des élèves. Donc la première étude que je vais vous présenter, qui est la deuxième étude de la thèse, visait du coup à évaluer les compétences des futurs enseignants d'EPS. Sur le plan méthodologique, sur le plan des objectifs, on va y revenir. Donc, du coup, il y a deux éléments qu'on va essayer de mettre en avant. La première, c'est on va essayer de faire une photo générale de nos futurs enseignants d'EPS, c'est-à-dire faire une évaluation globale et essayer d'identifier dans les compétences où se situent nos enseignants d'EPS de manière générale. Et dans un second temps, nous, ce qui nous intéresse dans une optique de formation, c'est de savoir si on est face à une population qui est générique, c'est-à-dire qui se ressemble et on a assez peu de profils différents, ou si au contraire, on a des profils différents dans nos enseignants d'EPS. Et donc le deuxième temps, ça va être d'essayer d'identifier ces différents profils de compétences. Sur le plan méthodologique, pour pouvoir le faire, on avait un petit peu plus de 400 futurs enseignants d'EPS, donc qui étaient en master MEF EPS, donc prêts à passer le concours. Et puis du coup, on avait deux types de mesures. On leur a fait passer un questionnaire qui était validé scientifiquement, qui permettait une auto-évaluation des compétences professionnelles. Donc les compétences professionnelles sont au nombre de 3, et elles rejoignent les apprentissages visés qu'on a identifiés tout à l'heure. Il faut les compétences pédagogiques et didactiques pour pouvoir enseigner de l'éducation à la durabilité, associé à une volonté d'implémenter de l'éducation à la durabilité dans ses cours et une confiance, un sentiment de compétence pour pouvoir le faire. Et donc, sur le questionnaire, la limite de ce questionnaire-là, c'est notamment sur la première, donc sur les compétences pédagogiques et didactiques, sur la première sous-compétence. C'est une évaluation qui est une évaluation auto-rapportée. Donc, c'est l'enseignant qui se situe par rapport à un niveau de compétence. Et donc, on a complémenté ce questionnaire-là par des questions ouvertes dans lesquelles on demandait aux enseignants de définir les concepts de durabilité, d'éducation à la durabilité, et de nous détailler des exemples concrets pratiques d'éducation à la durabilité en EPS. L'idée étant de voir, on a pu mettre en parallèle ce que les enseignants pensaient maîtriser avec ce que nous, on a pu évaluer de manière externe comme étant maîtrisé réellement. Et donc, en termes de résultats, sur le premier objectif, donc la photo générale des enseignants d'EPS, on peut voir que les enseignants d'EPS, de manière assez classique, ils se positionnent un petit peu au-dessus de ce qu'ils maîtrisent réellement. Ils pensent maîtriser moyen, on a évalué ça à moyen à haut en termes de compétences maîtrisées, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 6, la moyenne elle est autour de 4,5, donc c'est quand même plutôt haut. Et quand on fait une évaluation des réponses des enseignants, on a des lacunes assez nettes sur la maîtrise des concepts. Le concept de durabilité, il est associé à une seule dimension très souvent, qui est la dimension écologique. On est sur un modèle d'éducation à la durabilité qui est majoritairement un modèle instrumental lié à la transmission de connaissances. Et puis, dans le cadre de l'EPS, on a quelque chose, on y reviendra après, on a quelque chose chez les enseignants d'EPS qui est assez uniforme, c'est-à-dire on est très centré autour des APPN, sur un modèle qui est un modèle souvent instrumental, avec du ramassage de déchets, notamment en cours d'orientation, par exemple. Associé à ça, on a une faible volonté générale d'implémenter le dans l'EPS. Ou dit autrement, ça n'intéresse pas plus que ça les anciens EPS, c'est pas une préoccupation première de faire de l'éducation à la durabilité en EPS selon ce questionnaire. Et puis, en termes de confiance en ses capacités à implémenter le D, on est sur quelque chose de moyen à haut. Ce qui peut être assez surprenant, en tout cas nous c'était surprenant au départ parce que au regard du peu de formation qu'on a chez les enseignants d'éducation physique pour le faire, nous on s'attendait à un score qui soit plus bas que celui-ci. En regard du deuxième objectif de l'étude, donc cette fois-ci les profils, donc on a fait des analyses statistiques que je vous détaillerai pas ici, mais qui nous ont permis d'établir 4 profils de compétences. Mais vous voyez qu'il y a dans les profils qu'on a, il n'y a rien de très très surprenant. On a un profil haut, un profil bas avec 2 profils au milieu, et une majorité de nos futurs enseignants qui se situent dans les profils 2 et 3, donc plutôt au milieu. On a une représentation en courbe un peu gaussienne, avec dans les profils les plus extrêmes, peu d'enseignants, et puis les profils du milieu, beaucoup d'enseignants. Et nous, du coup, ce qui nous intéressait de voir, c'était est-ce que finalement, dans ces profils qui sont faits à partir d'échelles auto-rapportées, est-ce qu'on retrouve aussi des différences quand on analyse la maîtrise des contenus
qu'on a pu évaluer à partir des questions ouvertes. Et là, on a quelque chose qui est, à notre sens, très intéressant en termes de formation. On a une différence claire des profils en termes de maîtrise des concepts de durabilité et d'éducation à la durabilité, c'est-à-dire que plus je suis dans le profil haut, plus je maîtrise les concepts, plus je suis dans le profil bas, moins je les maîtrise. Par contre, quand on est sur la question de ce qui se passe en EPS, on n'arrive plus à trouver de différence. C'est-à-dire que là, peu importe le profil, tous les enseignants de tous les profils, ils reviennent vers des modalités pédagogiques qui sont similaires, que je vous ai donné tout à l'heure, des APPN sur un modèle plutôt instrumental qui est souvent lié à de la course d'orientation et puis du ramassage de déchets. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que, en termes de formation, il ne suffit pas de venir documenter de manière générale sur de l'ED et de la durabilité. Il y a nécessité de rentrer dans des approches didactiques et pédagogiques spécifiques à la discipline si on veut faire progresser nos enseignants en termes de compétences. Ensuite, du coup, la troisième étude qu'on a menée, il me reste quoi, une dizaine de minutes? Ça avance vite. La troisième étude qu'on a menée, donc là, elle visait à comprendre un petit peu plus en détail les profils, parce que là, on a quelques indications sur une différence de maîtrise de contenu, mais on n'a pas une véritable compréhension fine de ce qui caractérise chacun des profils. Donc là, notre troisième étude, elle visait à ça. On a très simplement identifié, je passe vite sur les objectifs, parce que je viens de vous les dire et que je manque un peu de temps. Tac. On a identifié du coup 4 futurs enseignants dans notre pool d'enseignants qui avaient répondu au questionnaire. On a pris 4 enseignants par profil, et puis on a fait des entretiens semi-directifs avec ces enseignants qu'on a analysés ensuite à partir d'un logiciel qui nous permettait de faire de l'analyse lexicale textuelle. On a fait une identification de thèmes qu'on a identifié comme prioritaires sur chacun des profils, et puis après, pour pouvoir comparer entre les profils, on a fait une quantification des thèmes pour essayer d'identifier des différences significatives entre les profils en fonction des thèmes qui étaient prioritairement mobilisés. Ce qui ressort du coup de cette étude, il y a pas mal de choses intéressantes. La première chose, c'est qu'il y a des éléments communs à tous les profils. Donc là, on a un faible sentiment de compétence qui est associé à un besoin d'être formé, que vous soyez dans le profil le plus haut ou dans le profil le plus bas. Donc ça vient remettre un petit peu, ça vient apporter un peu de contradiction avec les résultats qu'on avait dans la première étude, où sur le questionnaire, les enseignants, ils avaient tendance à se situer un petit peu plus haut, et on se rend compte que finalement, quand on vient questionner en détail et en profondeur sur la mise en œuvre concrète d'éducation à la durabilité en EPS, la plupart des enseignants, peu importe le profil, ils se sentent démunis. Si demain ils devaient faire de l'ED en EPS, ils seraient en difficulté. Ensuite, on a des éléments qui viennent corroborer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un modèle instrumental dominant dans les exemples en EPS et une centration sur les APPN comme support de l'EPS. Et enfin, peu importe le profil, les leviers pédagogiques qui sont identifiés pour les enseignants pour mettre en place de l'ED, ils sont assez similaires en fonction des profils. Ils mettent en avant le fait que la plurie ou l'interdisciplinarité, c'est un levier qui serait intéressant à mettre en avant, qu'il y a une nécessité de travailler en collaboration dans les équipes, et puis que des approches pédagogiques comme la mise en projet, c'est quelque chose qui serait super intéressant à mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place de l'ED. Et évidemment, on a aussi identifié des éléments qui permettaient de différencier ces profils. La première chose, c'est qu'on retrouve à nouveau une différence de maîtrise des concepts de durabilité et d'éducation à la durabilité. Même en venant creuser plus en détail, on arrive à retrouver très explicitement du coup cette différence de maîtrise. Et puis le résultat qui nous semble être, pour le coup, le plus original dans cette étude, c'est qu'un des éléments qui ressortait de notre premier questionnaire, c'est qu'il y avait une volonté qui était faible, y compris chez les profils de compétences hauts. Et donc là, on a pu identifier que dans tous les profils, on a des barrières qui sont identifiées très clairement. Tous les profils identifient des contraintes à mettre en place de l'ED en EPS. Par contre, la nature de ces barrières, elle diffère significativement selon les profils. Dans les profils les plus hauts, on a dépassé le fait, chez ces profils-là, faire de l'ED en EPS, ça a du sens. Par contre, eux, ils sont bloqués par des barrières qui sont des barrières organisationnelles, structurelles. J'ai pas assez de temps, je suis pas assez formé, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez de ressources. À l'inverse, sur les profils bas, on a aussi ce type de barrières organisationnelles structurelles, mais en plus de ces barrières-là, on a d'autres barrières qu'on a appelées des barrières de sens et de pertinence, c'est-à-dire que pour eux, le lien entre ED et EPS, il va pas de soi. Faire de l'ED en EPS, pour eux, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, aux barrières structurelles et organisationnelles s'ajoute ce type de barrière-là qui explique que le score de volonté, très certainement, soit encore plus bas. L'étude 4, au vu du temps qui me reste, je vais aller assez vite, je vais passer les diapos parce qu'on n'a encore pas avancé beaucoup dessus. C'est une étude sur laquelle on faisait de la formation continue avec nos enseignants. Donc là, l'idée, c'était de former nos enseignants pour qu'ils puissent mettre en œuvre la séquence qu'on avait construite avec nos élèves.
Et puis cette séquence-là, je vais vous la présenter, donc je vais aller assez vite sur ce point-là. C'est une étude, gardez en tête que c'est une étude qui est en cours. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette étude-là, c'est d'identifier une dynamique de compétences, de construction de compétences professionnelles. Donc on a des temps de mesure qui se font avant, après la formation. Ensuite, les enseignants, ils implémentent la séquence sur le terrain et puis on reprend des données après l'implémentation. Et à chaque fois, sur chacun de ces temps, on a des entretiens d'autoconfrontation qui s'inscrivent dans une méthodologie mixte qu'on appelle explicative, c'est-à-dire que nos entretiens ils visent à comprendre ce qui s'est passé entre deux temps de mesure. Et donc là, je vais passer un tout petit peu de temps, il me reste à peu près 5 minutes pour quand même vous présenter ce qu'on fait concrètement avec nos élèves. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'investiguer une piste 2D émancipatrice en EPS, et nous, on a choisi d'aller vers une approche qui sort des APPN et en rentrant par les activités artistiques et en particulier la danse. Pourquoi du coup le choix de ces entrées? Alors il y a à minima, sans être exhaustif, mais à minima trois éléments qu'on peut mettre en avant. La première, c'est que les approches artistiques, elles vont permettre une approche sensible à incarner des problématiques de durabilité. Donc ça va permettre d'avoir une approche pédagogique qui sort de ce que les élèves ont l'habitude de faire quand ils font de l'ED, à savoir une transmission un petit peu désincarnée de connaissances. La deuxième, c'est qu'il y a un gros point commun entre les activités artistiques et puis les compétences qu'on cherche à développer dans le cadre de l'ED, qui est cette pensée prospective, donc être capable de se projeter dans un futur avec plusieurs possibles. Et donc là, le développement de cette pensée prospective et divergente, il est commun à la fois à l'éducation à la durabilité et à la danse. Et puis enfin, la danse comme les arts, ça a toujours été un outil d'expression et de sensibilisation. Et donc là, l'idée, c'est d'amener les élèves à construire un outil de sensibilisation au travers d'une approche dansée de l'éducation à la durabilité, qui permette de sensibiliser un public auquel l'élément, la chorégraphie qui va être créée sera destinée à être donnée à voir. Et donc là, à nouveau, il y a un intérêt, à un moment donné, il y a une congruence entre la danse, sa finalité, et puis l'éducation à la durabilité. L'idée étant, nous, quand on a construit cette séquence-là, c'est de répondre aux barrières qui étaient mises en œuvre par les enseignants d'EPS, à savoir, notamment pour les profils les plus bas, qui avaient un doute sur le fait de faire de l'ED en EPS et qui souvent voyaient en l'ED quelque chose qui vient phagocyter notamment le temps d'engagement moteur. Donc l'idée, c'était d'essayer de proposer une séquence qui ne phagocyte pas l'éducation physique en faisant de l'éducation à la durabilité. Et donc le fait de trouver des points de congruence, en ce sens, était important. Concrètement, voici à quoi ressemblait notre séquence de danse. Donc on a une séquence qui se situe sur 8 à 10 leçons. Là, l'exemple que je vous donne, il est sur 10 leçons. L'objectif, il est normalement, si vous avez été formé en danse, c'est que le pas de côté, il est pas trop gros. L'idée, c'est toujours de construire une chorégraphie qui va être destinée à être vue à la fin de la séquence, avec un modèle pédagogique dans lequel les élèves, ils sont pas sur une recopie du modèle, mais ils sont à l'origine de la création de leur chorégraphie. Donc, il y a une dimension créative, un processus créatif qui est central. Et l'ensemble de ce processus créatif, il va être thématisé autour d'un élément particulier qui va les inviter à imaginer un monde futur désirable. Et donc pour cela, on passe par différentes étapes. On va leur faire comprendre par des jeux, notamment dans la première partie de la séquence, l'interdépendance entre les trois pôles environnementaux, économiques et sociaux, notamment par des jeux de contrepoids. On va les amener à travailler avec des sangles et ils vont, en tirant les uns sur les autres, comprendre que quand on tire sur une dimension est trop forte par rapport aux autres, ça tire et ça met de la pression sur la deuxième. Donc on va leur faire prendre conscience par le corps de ce qu'est le modèle d'interrelation des différentes dimensions. Ensuite, par un texte qui a été créé par une des collègues, on va leur faire incarner les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est un texte qui a été volontairement construit au terme de pas mal de verbes d'action qui vont les amener à se mettre en tout cas dans la peau d'un endroit où il y a une tempête, d'un endroit où il fait très chaud, d'un endroit où il fait très froid. Et donc là, on rentre par la dimension sensible du réchauffement climatique et sa compréhension. Et puis dans une deuxième partie de la séquence, l'idée c'est de les amener à imaginer le monde dans lequel ils souhaiteraient vivre dans les années qui viennent. On a encouragé les collègues à identifier une thématique très claire qui vient cibler les réflexions qu'il y aurait autour de ça. On a une collègue notamment là que je suis allé voir il y a 2 semaines qui a choisi de travailler sur la mobilité douce. Donc toutes les réflexions autour du monde futur désirable des élèves a été fait autour de cette question. Et puis après il y a un gros temps de séquence puisque l'objectif c'est de créer quelque chose, une chorégraphie qui soit destinée à être vue et à être sortie de la classe. Ça, on insiste vraiment là-dessus pour que les élèves soient dans l'action concrète. Donc là, en l'occurrence, l'outil de sensibilisation qui a été créé par cette classe-là, il est destiné à être vu par l'ensemble de la communauté
Il me reste 1 minute. Ah, j'avais lu 5, ça. Donc 1 minute pour terminer. Je vais essayer d'être dans les temps. Donc la construction de cet outil de sensibilisation est destinée à être vue. Donc là, en l'occurrence, être vue par l'ensemble de la communauté éducative et par les parents dans le cadre d'une journée qui est organisée autour de l'éducation à la durabilité. Je passe assez vite là-dessus puisqu'il me reste 1 minute. Juste retour du coup sur ce que je disais tout à l'heure. Sur ce projet-là, si on devait se poser la question des compétences qu'on vise, on les vise évidemment pas toutes. On est principalement sur réimaginer un futur durable et désirable et essayer d'agir dans un monde durable par la construction de l'outil de sensibilisation. On va donner quelques pistes, même si en EPS, les temps de réflexion qui sont induits avec les élèves sont pris sur le temps d'engagement moteur, donc ils doivent être là, mais ils ne doivent pas venir supplanter l'ensemble de ces éléments. Donc, comprendre et questionner le monde, c'est présent, mais c'est pas quelque chose qui est prédominant. Et puis, créer le lien au vivant. On invite les collègues à sortir de la classe et à aller en nature pour faire de la danse, mais c'est pas quelque chose qu'on a imposé. Donc, la collègue, notamment, qui a participé avec nous à la création de la séquence et qui a testé en premier la séquence avec sa classe, elle est sortie dehors parce que son environnement lui permettait. Par contre, là, on met en place pas mal de nos séquences à Marseille dans un environnement très urbain, et donc c'est quelque chose qui n'est pas possible pour tous les collègues d'aller sortir et de trouver un lieu proche de la nature à côté du bahut. Voilà du coup juste pour le message avec lequel repartir, et j'en aurais terminé. Sur la partie enseignant, vous avez compris du coup qu'il y a une nécessité de formation spécifique en didactique de l'EPS, avec la prise en compte de représentations et de barrières qui peuvent changer selon les profils enseignants. Sur la partie implémentation concrète auprès des élèves, donc on a une approche originale, corporelle, donc sensible et émotionnelle, qui nous permet par rapport aux autres disciplines qui ont l'habitude de faire de l'éducation à durabilité, donc les sciences de la nature, la géographie, l'histoire, d'avoir un mode d'entrée qui soit un petit peu original, avec un intérêt des activités artistiques et pas uniquement des APPN pour pouvoir faire de l'éducation à la durabilité. Et puis le dernier message sur lequel on voudra aller, là les premiers résultats préliminaires qu'on a, ils invitent à ça. C'est illusoire de penser qu'on va changer complètement nos élèves dans une séquence de 8 leçons. Et si on veut véritablement que l'éducation à la durabilité, elle vienne impacter nos élèves, ça doit être vraiment pensé dans une approche beaucoup plus systématique, avec les autres disciplines et sur un temps très long à l'échelle de la scolarité de l'élève pour qu'on puisse véritablement atteindre les finalités qu'on s'est fixées dans le cadre de l'ED. Voilà, désolé d'avoir dépassé un peu de temps. Merci beaucoup pour votre présentation.